Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, à la une, départ du 4e contingent guinéen pour Kidal au nord du Mali. Plus de 800 soldats vont représenter la Guinée au compte de la MINUSMA. Ils ont reçu à Kindia le tricolore national des mains du Premier ministre, chef du gouvernement. Accord politique, fin des travaux d'audit du fichier électoral biométrique. Les membres de la commission technique sont reçus par le président du comité de suivi de l'accord. Il rassure de la fiabilité du nouveau fichier. Enfin, nous irons à Rome où les rideaux sont tombés sous le pèlerinage marial chrétien. Vous suivrez l'audience papale accordée à l'ensemble des pèlerins. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Bientôt le départ du 4e bataillon de l'armée guinéenne pour Kidal au Mali. Ils sont 850 soldats dont 16 femmes à rejoindre la mission onusienne MINUSMA pour lutter contre le terrorisme. À Kindia, c'est le Premier ministre qui a remis le drapeau au contingent en présence du chef d'état-major des armées. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Kindia, première région militaire. Situé à 135 km de Conakry. C'est ici, à Samoureya, que le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana est venu remettre le drapeau national au 4e bataillon de l'armée guinéenne qui doit se rendre à Kidal, République du Mali. Ce bataillon est composé de 850 soldats, dont 16 femmes. C'est un référent moral que j'ai et je ressens aussi un grand fardeau avec l'appui, n'est-ce pas, de tout chacun, de tout le peuple de Guinée, avec les bénédictions, nous pourrons le surmonter. C'est un jour inoubliable pour moi, parce que on nous a remis le drapeau qui incarne l'intégration de notre pays à l'étranger. Mais encore une fois, je demande à tout le peuple de Guinée de nous souhaiter, n'est-ce pas, leurs bénédictions. Ils vont nous accompagner pour qu'on aille dans les bonnes conditions et revenir dans les bonnes conditions. Ce contingent a eu des séances de formation durant 6 mois. Il s'agit des règles d'engagement, de la conduite personnelle, de la responsabilité, de la maîtrise des armes et autres équipements d'intervention. Il n'est pas superflu de rappeler que c'est la montée en puissance du terrorisme et de l'extrémisme religieux dans la bande sahélo-saharienne à la suite des événements survenus en Libye qui a été à l'origine de la déstabilisation de la région, notamment de la République sœur du Mali, depuis 2012. Au fil de ces événements tragiques qui ont failli conduire à la partition de la République sœur du Mali, la Guinée ne s'est pas dérobée au rôle qui est le sien en intervenant sans délai dans cette crise par devoir de sang et d'histoire qui fait de la Guinée et du Mali, comme le disait l'un de nos illustres dévanciers, 2 poumons d'un même corps. L'intervention de la Guinée aux côtés du gouvernement et du peuple malien a coïncidé heureusement avec le retour de son armée sur la scène internationale dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. Ce retour, faut-il le rappeler, a été rendu possible grâce au programme de réforme hardi du secteur de sécurité, initié au lendemain de l'avènement de la Troisième République par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef des armées, le professeur Alpha Condé. Il apparaît évident que la solution à la crise malienne prendra du temps à cause de sa complexité, fécondée au nord par l'opportunisme du terrorisme. Malgré tout, la Guinée réaffirme sa volonté ardente de demeurer auprès du Mali et avec l'appui de la communauté internationale à travers son contingent militaire jusqu'à la stabilisation du pays. Ce bataillon Gangan 4 va durer 1 an à Kidal, la République du Mali. Déjà, le gouvernement guinéen fait feu de tout bois pour la réussite de cette mission multidimensionnelle de l'armée guinéenne. Cet engagement inconditionnel est, si besoin en était, la preuve de l'amitié qui unit nos deux peuples et nos deux pays depuis des siècles et qui est renforcée par la fraternité qui lie nos deux chefs d'État
le professeur Alpha Condé et son frère et ami, Ibrahima Boubacar Keïta. Dans cette détermination, nous pouvons heureusement compter sur la bonne collaboration des pays amis et organismes partenaires qui nous appuient non seulement dans la mise en œuvre du programme de réforme du secteur de la sécurité, mais également dans la préparation et l'équipement de nos différents contingents. À cet égard, il me plaît de réitérer nos sincères remerciements aux États-Unis d'Amérique et au Japon qui ont fait preuve de générosité dans le cadre de cette lutte et dans la montée en puissance du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Nos remerciements s'adressent également à la France, au système des Nations Unies et à tous les partenaires avec lesquels nous collaborons dans le fonctionnement de ce centre qui fait la fierté de la Guinée à travers l'exemplarité des contingents déployés. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du bataillon Gangang 4, vous devez vous rendre à l'évidence que la présente cérémonie de remise du drapeau n'est pas un rituel fortuit. Je sais que vous êtes plein d'enthousiasme et d'engagement patriotique pour remplir le noble devoir qu'est le vôtre de servir la patrie. Cette cérémonie constitue donc une étape importante de votre mission. Après avoir prodigué d'utiles conseils à ce bataillon, le chef d'état-major général des armées, général Namouri Traoré, a fait un tour avec les hommes pour galvaniser davantage leur esprit par rapport à cette noble mission. Bonne chance à nos vaillants soldats. Actualité politique, fin des travaux de l'audit du fichier électoral biométrique. Les membres de la commission technique de l'audit étaient chez le président du comité de suivi de l'accord politique. Au cœur des échanges, les travaux d'assainissement de l'actuel fichier électoral. Compte rendu signé Mohamed Lamine Camara. Le fichier électoral biométrique national est aujourd'hui débarrassé de ses imperfections. La commission technique chargée de l'audit a quasiment respecté le délai prévisionnel de 25 jours. Avant la remise du rapport final des travaux d'assainissement du fichier électoral, ces experts nationaux et internationaux font le point des travaux au président du comité de suivi de l'accord politique. Les travaux de l'audit ont beaucoup avancé, pour ne pas dire qu'ils sont terminés, et donc il était de notre obligation de venir le faire le point, et comme les experts nous faisaient régulièrement. Toujours est-il que le travail a été fait dans la plus grande transparence et dans la plus grande indépendance. J'insiste sur ça. L'indépendance et la transparence ont caractérisé ce processus-là. Le comité technique n'a nullement interféré dans les travaux des experts. Les experts ont travaillé en toute indépendance et ils rendaient compte régulièrement au comité technique au sein duquel les partis politiques sont représentés par des experts nationaux. C'est autant dire que le travail ne souffrira d'aucune suspicion, je peux vous le garantir. Ce nouveau document électoral est censé répondre aux attentes des acteurs politiques. Il devrait désormais s'adapter à toutes les élections en Guinée. De nouvelles avancées aux yeux des acteurs politiques. Nous étions donc tout heureux ce matin de recevoir l'équipe d'experts venus nous rendre compte de pratiquement la fin des travaux. En attendant qu'ils viennent nous remettre le rapport final, c'est venir nous dire que tout s'est passé très bien, sans interférence aucune du comité technique, sans interférence de qui que ce soit, qui ne soit pas membre de la commission, n'est-ce pas, de travail de l'audit du fichier. Ce qui, à notre entendement déjà, est un très bon signe qu'il faut saluer. Le comité de suivi du dialogue que nous avons également eu la chance de présider, ces travaux ne seront finis que lorsque le dernier point de l'accord aura été exécuté. Donc nous sommes dans la constance de notre engagement. L'audit de l'actuel fichier électoral reste un acquis majeur dans le processus électoral. À travers cette volonté des membres du comité de suivi de l'accord politique, les acteurs politiques espèrent honorer le reste des points de l'accord du 12 octobre 2016.
Autre rencontre, le ministre du Budget était en conclave ce matin avec les cadres de la Direction générale des douanes. Ismaël Dubaté est allé constater le niveau des réformes en cours dans cette principale régie des recettes publiques. Les succès et contraintes liées aux réformes douanières ont été largement évoqués. Alassane Diogobari signe ce reportage. Accompagné de ses principaux collaborateurs, le ministre Ismaël Dubaté a été reçu par le directeur général des douanes, entouré de conseillers et assistants. L'objet de la rencontre était de faire le point des activités du comité de réforme institué sous recommandation de l'assistance technique du FMI. Comme vous le saviez, le président de la République tient à mettre en œuvre ses objectifs de développement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population. Et pour la mise en œuvre de ces objectifs, il faut des réformes. Et le comité de réforme au niveau avance. Et j'étais venu donner des instructions fermes pour la suite de ces réformes. Et écouter un tout petit peu les avancées, les problèmes à la fois internes et externes, et essayer de les dresser et trouver des solutions idoines. Je suis satisfait de l'avancement et bien sûr il y a des efforts qui ont été vraiment accomplis en termes de réforme, mais il reste tout à faire. Les résultats enregistrés par le comité de réforme des douanes devraient inspirer la DNI, a dit le ministre, la douane et les impôts auxquels Ismaël Dubaté souhaite voir se donner les mains pour travailler ensemble dans le cadre des réformes. C'est vrai que le ministre a dit qu'il est satisfait. C'est une façon d'être beaucoup plus modeste. Sinon, nous sommes tous convaincus que malgré cette satisfaction, il y a encore des choses à faire. Beaucoup de choses restent à faire, donc il y a encore des trous à combler. Et c'est à cela que nous allons nous atteler. Et c'est ce que ressort de la dernière mission du Fonds monétaire international, piloté par Afritac de l'Ouest. Donc des recommandations ont été faites et ces recommandations, nous allons nous atteler à les mettre en place. C'est au nombre de ces recommandations qu'il a été demandé aux deux régies, notamment la douane et la Direction nationale des impôts, de se mettre ensemble pour fusionner les activités. Parce que vous savez, c'est des régies qui sont interdépendantes. Parce que nous gérons les mêmes personnes, nous gérons les mêmes opérateurs, nous gérons les mêmes mouvements à l'intérieur comme à l'extérieur. Le défi final de toutes ces réformes consiste à réussir la transition fiscale vers le TEC ou tarif extérieur commun de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, ce communiqué de presse de la Banque centrale de la République de Guinée, la Banque centrale de la République de Guinée vient d'apprendre avec stupéfaction sur les ondes d'une radio de la place des allégations relayées par d'autres organes de presse selon lesquelles il y aurait eu un détournement de 21 millions de dollars qui aurait été utilisé pour financer les activités d'un opérateur économique. Il y a également fait état d'autres informations relatives aux opérations d'exportation d'or et au marché des bons du Trésor. Ces informations non recoupées auprès des services techniques de la BCRG sont de nature à ternir l'image de marque de l'Institut d'émission de notre pays au moment où les autorités s'emploient à faire rayonner le pays sous l'échiquier international. La Banque centrale de la République de Guinée tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que ses comptes au 31 décembre 2017 ont été audités selon les standards requis en la matière et que, par conséquent, le détournement évoqué par les organes de presse est au mieux une énorme méprise qu'elle se réserve le droit de clarifier. Elle invite à cette occasion les médias de notre pays à un traitement responsable de l'information. Sur le plan de la gouvernance, la Banque centrale de la République de Guinée rappelle que sa gestion se fait conformément aux normes internationales en la matière. Elle dispose d'un conseil d'administration et est soumise à toutes les diligences pour la certification de ses états financiers par les cabinets internationaux de grande réputation qui ont toujours examiné les relations de la banque avec l'ensemble de ses partenaires, y compris avec MSSA dans le cadre de transport des devises. La Banque centrale se tient à la disposition de toutes les personnes de bonne foi pour toute clarification utile. La Banque centrale.
On en vient à la coopération internationale avec la vulgarisation du contenu de l'agenda 2063. Les acteurs du secteur formel et informel sont informés sur les réformes enclenchées au niveau de l'Union africaine. Il s'agit pour les participants de mieux s'approprier de la vision de l'agenda 2063. Compte rendu Makemedonzo. L'agenda 2063 est un plan d'action qui vise à amener les segments de la société africaine à travailler ensemble pour construire une Afrique prospère et unie. Une prévision adoptée lors de la 24e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine en 2015. En Guinée, le ministère de la coopération internationale procède à la vulgarisation des réformes en cours au niveau des acteurs concernés. Nos attentes, c'est d'appliquer les recommandations de l'Union africaine, comme je vous l'ai dit, faire en sorte que l'agenda 2063 de l'Union africaine s'arrime, qu'il y ait une cohérence entre le plan national de développement économique, qui est l'unique cadre de référence du développement économique et social de la Guinée. La rencontre a permis aux participants de faire des propositions concrètes pour permettre au pays de faciliter la communication avec la population. Nous sommes très contents parce qu'en fait, nous allons demander au ministère de l'intégration africaine de remonter l'information au niveau du sommet du pouvoir, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, que la culture ne peut pas être un secteur secondaire. Ce sont des facteurs de paix, facteurs de développement. Nous avons recensé les activités à mener par notre département durant l'année 2019. Ces activités qui sont chiffrées, nous avons soumis ce budget à l'État guinéen qui nous a proposé un budget. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons sortir de nos bureaux pour aller dans les universités, dans les milieux publics pour expliquer c'est quoi la culture, parce que c'est le problème que nous avons en Guinée ici. Les gens pensent souvent que non, culture, c'est de la distraction, c'est un simple loisir, c'est un secteur accessoire. Ce qui est absolument faux. Le premier facteur de développement de ce pays-là, c'est la culture. Le Plan national de développement économique et social, PNDES, 2016-2020, constitue le premier segment de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette prévision repose sur le panafricanisme et la reconnaissance africaine. Il fournit un cadre solide au développement durable et la promotion de la paix sur le continent. Dans l'actualité minière, poursuite du cadre de la transparence du secteur extractif, principal pourvoyeur de recettes d'exportation. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE retrace les paiements effectués par les entreprises sur une année. Après donc la publication du rapport 2016, celui de 2017 est en fin d'élaboration. Momodal Fabaldé pour plus de précisions. La Guinée figure parmi les tout premiers producteurs de bauxite au monde et les perspectives de développement de ce moteur de croissance sont jugées encourageantes. Pour améliorer sa participation au développement local, la promotion de la transparence dans la production minière est indispensable. Après la publication du rapport 2016, l'ITIE Guinée présente son rapport initial 2017. Il couvre 46 entreprises et souligne une amélioration de la production minière globale du pays. Au-delà de la bauxite, le diamant aussi a connu une hausse estimée à 60%. Déjà, ce rapport, c'est un rapport effectivement initial, qui permet au comité de pilotage de convenir le périmètre du rapport 2017, c'est-à-dire le périmètre en termes d'entité, mais aussi en termes de flux. Mais aussi en termes d'informations qui seront reportées ou réconciliées ou rapprochées dans le cadre du rapport final. Bien entendu, au cours de ce rapport initial, on a essayé de passer en revue les faits marquants pour l'année 2017. Et effectivement, concernant l'activité minière, on a constaté d'après les chiffres préliminaires qu'effectivement, il y a une évolution importante, c'est-à-dire en termes de production minière, notamment concernant le bauxite, qui a permis d'ailleurs à la Guinée d'être parmi les top 3, les 3 plus grands producteurs de bauxite en 2017. La seule conséquence qu'on a, c'est qu'on a de nouvelles entités qui intègrent des fois pour la première fois
le processus situé. Donc là, il faut une attention particulière par rapport à ce société pour les encadrer, effectivement, pour la préparation des déclarations ITIE. La présentation de ce rapport initial permet aux acteurs du processus d'échanger sur certains contours du prochain rapport final. Une meilleure traçabilité des revenus locaux est aussi envisagée. Aujourd'hui, une des nouveautés dont nous avons longuement discuté, c'est la prise en compte de l'ensemble des paiements faits par les sociétés minières au niveau des collectivités. Il y a des collectivités qui reçoivent des montants importants et aujourd'hui, dans le cadre de la transparence de l'ITIE, il faudrait que les comptables des collectivités locales remontent l'information au niveau de l'ITIE de façon à ce que l'ITIE n'ait pas que comme source unique les données des sociétés minières. Que les sociétés minières nous disent, par exemple, CBK, j'ai payé 3 milliards à Kindia, il faudrait que nous puissions recevoir de la comptabilité des collectivités locales de Kenya les mêmes 3 milliards pour nous permettre de faire le rapprochement. Nous discutons de la validation du rapport avec un an d'écart. C'est déjà une bonne chose. Et les avancées dans ce nouveau rapport, c'est que nous allons concilier les paiements infranationaux. En fait, ce qui est plus important aujourd'hui, nous savons que le secteur minier mobilise beaucoup de ressources pour l'État. Mais ce qui est plus important, quels sont les paiements qui reviennent directement aux communautés? Et est-ce que ces paiements-là sont gérés pour générer le développement à la base? Et c'est cet élément que nous avons introduit dans ce rapport 2017 et qui fera l'objet de conciliation par le cabinet. Aujourd'hui, la Guinée compte faire de son riche sous-sol un véritable levier de développement économique et social. Pour réussir ce pari, la culture de la transparence dans la gestion et la redistribution des revenus miniers est une priorité. Sur le plan sanitaire, la Guinée renforce la sécurité au niveau de ses frontières. Un nouveau document est élaboré dans ce sens. Il va permettre de mieux contrôler les mouvements des populations au niveau des différentes frontières du pays. C'est dans le cadre de l'application de la nouvelle feuille de route de renforcement de la sécurité sanitaire. L'action est pilotée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'OIM. Reportage Samara Tolno. Au nombre des faiblesses du système de santé guinéen détecté durant le passage de la maladie à virus Ebola figure le manque de contrôle sanitaire au niveau des frontières. Pour relever ces défis, les acteurs de la santé humaine, animale et environnementale élaborent une nouvelle feuille de route. Une feuille de route par rapport à la sécurité sanitaire, surtout par rapport au renforcement au niveau des points d'entrée, est important aujourd'hui, surtout par rapport à nous, l'OIM, qui gérons tout ce qui est mouvement de population. Et nous savons que les maladies transmissibles ne peuvent être maîtrisées si nous ne maîtrisons pas les flux au niveau des points d'entrée avec les frontières qu'on a avec les autres pays. Si vraiment nous maîtrisons tout ce qui est transit au niveau de ces points d'entrée, en cas d'épidémie, nous avons déjà un atout sur la gestion et comment on peut atténuer et puis essayer de réduire l'impact sur les populations des deux côtés au niveau des frontières. Ces échanges vont aboutir à la conception d'un nouveau document de surveillance épidémiologique au niveau des 41 principaux points d'entrée du pays. Il devra favoriser la synergie d'action entre les ministères de la Santé, de l'élevage et de l'environnement, conformément à l'approche One Health, une seule santé. La Guinée vient pour la première fois de se doter d'une feuille de route pour voir comment renforcer les capacités de nos services au point d'entrée du pays. Cette feuille de route donc devrait comporter au moins tous les éléments essentiels qu'il faut pour que la Guinée soit prête au niveau de ses points d'entrée. De façon synergique, chacun connaîtra son rôle et quand il y a des situations d'urgence, quel type de rôle chacun pourra jouer. Donc il y aura une série de formations à l'intention de ces agents. Bien sûr, comme vous le savez, on a plus de 3000 points d'entrée en Guinée. Nous allons prendre les points d'entrée les plus fréquentés et qui drainent près de 90% de nos mouvements avec les pays voisins.
Cette nouvelle politique de contrôle sanitaire au niveau des frontières guinéennes devrait permettre au pays de contrer d'éventuels cas d'épidémie. Pèlerinage chrétien, on en parle encore, direction Rome sur la place Saint-Pierre du Vatican. C'est là que prend fin le pèlerinage marial chrétien avec une audience générale du pape François. Le souverain pontife a accentué sa catéchèse sur le sens du repos du dimanche pour le chrétien, jour consacré au Seigneur. Mohamed Lamine Solano et Antoine Macolé sont nos envoyés spéciaux. Après 3 heures d'attente, une présence, celle du pape François, sur la célèbre place Saint-Pierre du Vatican. C'est ici que chaque mercredi, le souverain pontife reçoit les pèlerins du monde. Le rendez-vous comprend la présentation des différents groupes, la catéchèse, la prière du Notre Père et la bénédiction apostolique. Au cœur de sa catéchèse ce mercredi, le repos pour le chrétien, une bénédiction de la réalité. Ce sont les propres mots du pape lors de cette audience publique, un événement unique pour le catholique. Je le résume par 3 mots, grâce, louange et prière. J'ai eu beaucoup de plaisir de rencontrer le pape parce que j'ai d'abord effectué le pèlerinage sans aucune difficulté. Pour cela, je remercie le Seigneur. Ça m'a fait beaucoup plaisir, beaucoup de joie, vraiment. Beaucoup de joie et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire ce voyage marial. Ça m'a permis de marcher sur les pas de Marie et j'ai prié pour tout le monde. Ces audiences générales se tiennent depuis 1926, une initiative du pape Pie XVI, rendue célèbre par le pape Paul VI et Saint Jean-Paul II. Ce mercredi, les 80 pèlerins catholiques et anglicains étaient sur la place Saint-Pierre du Vatican, après un mois environ sur les traces de Marie. Pour certains, c'est l'aboutissement d'une démarche pleine de motivation. Ce pèlerinage m'a permis de conforter ma foi, de vivifier ma foi. Et j'ai compris que c'est un pèlerinage spirituel et culturel. Au cours de l'audience, se tient une brève rencontre personnelle du pape avec chaque évêque présent, des personnalités politiques et religieuses, des jeunes mariés. C'est donc par cette audience générale avec le pape François que prend fin officiellement le pèlerinage marial international chrétien cette année. Après avoir parcouru au total 4661 km en 27 jours et en bus, les pèlerins chrétiens, catholiques et anglicains retrouveront leur famille ce jeudi à Conakry et dans les régions du pays. Pour beaucoup, la fatigue passera en un week-end, mais cette rencontre avec le pape François restera longtemps dans le souvenir de tous les pèlerins. Merci Mohamed Lamine Solano. Et bien avant cette audience papale, le cardinal Robert Sarah a célébré une messe en compagnie de ses compatriotes dans une des chapelles de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Le cardinal a interpellé les Guinéens sur le sens de leur foi qu'ils doivent garder debout. Je vous propose un extrait de l'homélie de son éminiscence, le cardinal Robert Sarah. Demandons à Dieu de nous convertir, de changer notre mentalité et nos comportements pour que nous puissions transformer notre pays en un arbre de paix et de bien-être. Mais Dieu ne peut rien si nous ne voulons pas coopérer. Et si nous le rejetons et l'excluons totalement de notre vie concrète. Place à présent à la rubrique Guinée en bref qui s'ouvre sous la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec les femmes catholiques de Guinée. Ensuite, suivront d'autres informations sur la vie nationale en forme de télégramme. C'est un commentaire de Moussa Bangora. L'Association des femmes catholiques de Guinée, chez le président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Kori Kondiano. Ces femmes sont venues faire la restitution de leur rencontre tenue récemment à Kindia. L'idée est d'impliquer les institutions nationales pour la promotion d'une paix durable en Guinée. On nous a demandé de transmettre
le message de pardon, de réconciliation à travers l'eau. Puisque l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la paix. Et même dans notre tradition, c'est à travers l'eau on se réconcilie. C'est à travers l'eau on offre le pardon. La culture, l'artisanat et le tourisme sont des secteurs porteurs de croissance. Pour une promotion efficace de ces différents secteurs en Guinée, les jeunes cadres de la structure Diacide organisent autour d'un projet de sensibilisation et d'information sur les acquis de la Troisième République en matière d'infrastructures hôtelières. La promotion des sites touristiques naturels, de l'artisanat et de la culture sera au centre des débats. Cet événement que nous souhaitons placer sous le haut patronage du président de la République, nous avons des activités à travers lesquelles nous allons sensibiliser la jeunesse guinéenne à s'intéresser à ces secteurs. Nous allons sensibiliser la jeunesse guinéenne à se renforcer beaucoup plus davantage pour profiter en termes d'emploi direct et indirect de ces infrastructures hôtelières que nous avons chez nous. Alima Tousso, Miss University Guinée 2018, accueillie par les Guinéens. Elle vient de rafler la couronne de la deuxième édition du concours de beauté physique et intellectuelle Africa Miss University of the World à Cotonou, la capitale béninoise. Une compétition qui regroupe les étudiantes de différentes universités de la sous-région. La Miss Alima Tousso va bénéficier d'une bourse d'études d'1 an offerte par le comité d'organisation. Je suis très heureuse parce que je me suis dit que mon pays sera fier de moi. J'ai su représenter hautement le rouge et le jaune et le vert. Au départ, il y avait 20 candidates venant de 19 pays et tout. Mais au fur et à mesure, on a éliminé jusqu'à ce qu'on est resté 5. Et c'est dans le top 5, on a pris le top 3 à travers les projets. En plus bref, depuis ce matin, la liste de 85 étudiants guinéens admis pour la bourse d'études supérieures au Maroc est rendue disponible. Aussi, les étudiants guinéens attendus en Russie cette année sont également connus. Ces deux listes sont affichées sur le site www.rtgkoloma.info. Ce qui nous amène à l'actualité internationale. Zoom sur le plus riche du monde, Jeff Bezos. Cet Américain de nationalité a atteint aujourd'hui les 1000 milliards de dollars en bourse. Plus d'informations dans la compilation Monde en bref du Maudit Sidibé. L'organisation Greenpeace déploie au large du siège des Nations Unies à New York des banderoles et un cerf-volant en forme de tortue pour faire pression sur les pays participant aux négociations sur le traité protégeant la mer. Plus de 100 millions de tonnes de déchets plastiques flottent actuellement dans l'océan, affirme Rolf Payet, secrétaire exécutif de la Convention des Bâles sur le contrôle des mouvements frontaliers de déchets dangereux, alors qu'un groupe de travail se réunit à Genève pour voir comment améliorer cette convention afin qu'elle puisse mieux prendre en compte le problème des déchets plastiques. Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde grâce à son succès planétaire d'Amazon, qui a atteint aujourd'hui les 1000 milliards de dollars en bourse, mais ce multimilliardaire, plutôt discret, a aussi des passions moins connues, comme la conquête spatiale. Dans sa boutique à Kirinia, Taifon Copan vend de l'artisanat aux touristes. Il a récemment dû augmenter ses prix car la marchandise lui coûte plus cher à importer. Touché par la chute de la livre turque, Chypre Nord se débat face à une crise qui échappe totalement au contrôle de cette entité autoproclamée dont la survie économique dépend d'Ankara. Fini ce journal, mesdames et messieurs. L'actualité continue sur notre site www.rtgkoloma.info. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, mais bien avant, vous serez avec Hassan Hilal Silla au compte des différentes éditions de la journée. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bonne soirée.